Le Bonhomme Libre, un podcast écrit et interprété par Jean-Benoît Poirier, orchestré par Sylvain Robert. L'auteur vous raconte sa découverte du métier de comédien avec franc-parler et humour. Un podcast en 5 actes. Le Bonhomme Libre, acte 3. Pas seul. Je crois avoir toujours associé le jazz et la boxe. J'ai même entendu une femme, sa maîtresse, swing au corps sur de petites scènes de club, chantant en secret pour Robinson. Hurlant tout bas, j'aurais donné mon sang pour Sugar. Mon sang, ma peau, ma voix, et toutes les notes et les soupirs des pianos, et tout. Début 98. J'ai donc ce problème à régler. Trouver une structure d'accueil pour mon objection de conscience. C'est moi qui vais prendre l'initiative d'appeler Pierre pour savoir s'il y a une place dans l'effectif des techniciens. Encore une journée qui m'a perturbé. En l'espace d'1 heure, je venais de valider mon billet pour Agen. Les raisons de mon intégration sont simples. D'une, Pierre me renvoyait l'ascenseur pour notre travail sur Le Roi se meurt. Et l'autre, j'ai eu un gros coup de bol. Pierre venait de créer un spectacle itinérant, la légende des acteurs pèlerins. Ils allaient partir en tournée pendant 1 mois et demi, et il leur manquait un technicien. Ça s'est passé si vite. J'appelle, et j'ai une secrétaire. Je lui raconte vite fait les raisons de mon coup de fil, la possibilité de travailler avec eux en tant que service civil. Pierre m'appelle, il est intéressé. Il faut juste qu'il consulte son directeur technique, Carlo. Carlo m'appelle et me demande d'arriver la semaine suivante. Je suis chez mes parents, j'hallucine sur ce qui venait de se passer. J'ai du mal à me rendre compte. Me voilà donc parti, pour 20 mois à Agen. Je suis content, hein, mais ça fait bizarre. Je vais quitter Hérouville pour quelque temps. Mon équipe de quartier, mes parents, Sidi que je vais laisser en solo pour graffer. Connement, j'étais pris de panique entre l'euphorie et la peur de partir. On part avec mon père direction Agen. Arrivé au théâtre, on est dans le hall. La co-directrice et compagne de Pierre fait une lecture de sa prochaine pièce avec ses comédiens. On nous fait patienter. L'équipe technique est en vadrouille. Je suis intimidé. Mais tout le monde sait que j'arrive, tout sait ici. Le théâtre du jour, ce sont de jeunes artistes, comédiens, musiciens, écrivains, metteurs en scène, techniciens qui cohabitent ensemble. Tout le monde vient des 4 coins de la France. Ils bossent ensemble, mangent ensemble, boivent ensemble, sortent ensemble. Ce lieu vit 18 heures sur 24. Ici, ça charbonne. Une création du répertoire classique est montée chaque mois. En tant que metteur en scène, tu peux t'éclater. Avoir le privilège de choisir entre 1 ou 40 comédiens sur le plateau, car n'oublions pas, c'est une école. Une 40aine d'élèves y font leur gamme. Dans le centre-ville, ils ont un petit théâtre, le Petit Jour. Les élèves créent des spectacles pour enfants qui sont joués les mercredis et samedis. Et le vendredi et samedi, c'est ces fameux cafés littéraires. Plus toutes ces scènes travaillées pour les cours du matin, ça bouillonne de partout. Tu as des responsabilités au niveau du fonctionnement de la maison, comme la billetterie, l'accueil des spectateurs, l'affichage, et tout le monde est fatigué et heureux de cette mouvance. Il y a une bonne équipe technique aussi. Ils sont 6. Au fond du théâtre, un grand hangar leur est réservé. Pas beaucoup de place pour le nombre de décors. Tous rangés par ordre de spectacle. On travaille dans l'atelier au niveau du rideau de fer. Et à la différence de la Normandie, ici, tu peux bosser dehors, il fait souvent beau. Au début, je suis hébergé chez 2 comédiennes, en plein centre-ville.
dans un bel appartement. La ville d'Agen est bien différente de chez nous, tellement habituée à une architecture d'après-guerre. Là, tout est resté identique, pas de bombardement. Ici, c'est un grand village, avec ses arcades, sa cathédrale qui donne un côté médiéval. La culture principale, c'est pas le pruneau, c'est le rugby. Une place très importante dans le cœur des Agenais. C'est aussi la capitale du Lot-et-Garonne. Tous les samedis, les rues sont remplies de gens venus des alentours faire leur shopping dans la grande ville. Je suis content d'être là. Alors comme les élèves, notre implantation n'est qu'éphémère. Carlo, c'est donc mon boss, mon directeur technique. C'est un petit bonhomme, un papy grincheux, dégarni, avec des grosses lunettes et sourd comme un pot. Il est plus jeune que Pierre, mais en paraît plus, sûrement abîmé par sa profession. C'est un ancien baltringue. Un baltringue, c'est un monteur de chapiteaux pour les cirques. Ils se sont rencontrés avec Pierre dans les années 60. Depuis, ils se lâchent plus. Mon ami de 30 ans, comme il le surnomme. Ils ne sont pas à l'abri de vieilles querelles de couple. Carlo avait sa caravane garée sur le parking du théâtre. Elle sera du voyage pour la tournée. Et ce fut sa maison lors de la construction du théâtre du jour. La légende des acteurs pèlerins. 1 mois et demi de tournée. L'équipe est composée d'une dizaine de comédiens, comédiennes, de 2 cuisiniers. Il y a 2 personnes qui s'occupent de la logistique et 2 femmes vont filmer toute la tournée pour en faire un documentaire. Pierre va mettre en avant sur ce projet le théâtre itinérant. On va faire un bout de chemin de Compostelle, de Vézelay en Bourgogne à Ispour, ville frontière franco-basque. Les comédiens vont faire toute la route à pied, comme des troubadours à l'ancienne. Il ne manque que les chevaux et les carrioles. Ils marcheront entre 15 et 30 km par jour. Et le soir, ils joueront la représentation. On s'ouvre à la ruralité, comme fut cette fameuse décentralisation. Mais là, on va explorer la décentralisation des villes de province. On creuse, on va plus loin. On joue en général à l'extérieur, dans des villages ou communes. Carlo essaie à chaque fois de jouer dans le cœur des villages. Place du marché, lavoir, devant l'église, sur un terrain de pelote basque. Cela variait tous les jours. À l'exception de 2 fois. On a joué dans 2 grandes villes et c'était magnifique. Devant les cathédrales de Limoges et Agen, donc à la maison. Et en cas de mauvais temps, on avait toujours un lieu de repli, comme les salles des fêtes ou gymnases, qui étaient aussi devenus nos dortoirs, lorsque Carlo avait pris conscience que les tentes militaires où on dormait étaient devenues trop lourdes pour nos journées de boulot. Nous, les techniciens, on est en camion, avec en plus la caravane de Carlo. Le spectacle en lui-même n'était pas génial. On y parle d'humanisme. Ce sont des morceaux de textes cousus ensemble. On y voit Gandhi, Marilyn Monroe, alors je ne sais plus pourquoi. Et il y avait d'autres personnages historiques. Alors ça chante, la bonne humeur est présente, c'est convivial. Les comédiens débutent la représentation en embrassant les spectateurs pour les saluer, les mettre à l'aise. Les villageois nous attendaient depuis quelques mois. C'était un peu jour de fête à la Jacques Tati. Nous, lorsqu'on monte le décor, on commence à mettre cette couleur foraine. Il y a de la musique toute la journée. Les gamins, intrigués, tournent autour de nous en vélo, nous questionnent sur notre venue. Mais c'est vivant. Ils ont hâte d'être le soir. Un carnaval théâtral. Les costumes des comédiens étaient coloriés. Alors, j'hésite entre costumes et déguisements, mais ça marchait. Avec Jay, un autre technicien, on était aussi déguisés. On était sur scène avec les comédiens. On avait pour mission de rendre audibles les acteurs avec nos micro-perches en bambou. On courait partout pendant à peu près plus d'1 heure. Moi, j'adorais, moi. Au début de la tournée, c'était drôle, car avec Jay, on n'avait pas trop répété. Il nous arrivait de nous planter de personnes. Genre, tu te calais sur un comédien, pensant que c'était lui la prochaine réplique, et lui, juste par le regard, comme ça, il te regardait.
Et il te faisait comprendre que c'était pas lui de parler. La rigolade, mais digne d'un Peter Sellers ou d'un Monty Python. Moi, c'était mon premier baptême de théâtre. J'étais en admiration de cette ferveur, de cette énergie, de cette communion entre rencontres, partage et jeu. Ouais, et j'ai cette petite parenthèse, cette anecdote, que j'ai vécue avec mon pote Fred, qui jouait donc dans le spectacle. Son personnage, en plein milieu de la pièce, montait sur une des échelles, avec une longue feuille qui déroulait. C'est le moment le plus émouvant de la pièce. Fred énumérait les crimes contre l'humanité, écrits par Pierre. C'est moi qui l'accompagnais avec mon micro-perche. Et après avoir joué plusieurs fois, je commençais à connaître cette liste. Et avec Fred, on était très complices sur ce moment. Je le faisais marrer, car inconsciemment, je disais son texte avant lui. Mais pas pour moquer de lui, hein. Non, c'était juste un réflexe. 2 ans plus tard, Fred nous quittait dans un accident de moto. En 2006, lorsque j'étais élève au Théâtre du Jour, Pierre avait monté une pièce autour du philosophe Averroès. Il avait réintégré le texte sur les crimes de l'humanité. Et il m'avait proposé ce passage. Un bel hommage de la part de Pierre. Ou alors, un pur hasard. À la fin de chaque représentation, toute l'équipe, techniciens comme comédiens, démontions le décor. Une vraie équipe. Et après, on allait rejoindre les gens de la commune qui nous invitaient à un énorme gueuleton, souvent des produits du terroir. De voir tous ces gens heureux, ça fait chaud au cœur. Hein. Je vis vraiment un moment magique. Personnellement, je me trouve à ma place. Tous les doutes sur mon avenir professionnel, où le conseiller d'orientation m'avait dit que j'avais l'âme d'un métallo pour aller au boulot plus tôt, à la perdition des BEP mal classés, d'un élève en échec social. Eh bien là, je m'y retrouve. Enfin, je découvre. On m'ouvre sur un paysage que je ne connaissais pas. Ce décor est bien large, je vous l'accorde. Mais j'ai 21 ans. Alors, explorons. Dans ces moments nocturnes, un soir, je n'arrivais pas à dormir. Je suis parti me réfugier dans la voiture de Jay pour fumer un joint et écouter l'Invincible Armada. Quand tout à coup, en face de la voiture, je tombe nez à nez avec Pierre, qui, lui, s'était levé pour boire un petit coup de whisky. On s'est regardé sans rien se dire, comme si rien n'était. J'étais gêné, car contrairement à certains clichés, les gens de théâtre, notamment Pierre, n'aimaient pas les fumeurs de joint. Mais c'était drôle. On sait qu'on a eu ce moment intime qu'on a gardé entre nous. Dans un recueil de poèmes qu'il a écrit quelque temps après, il m'avait fait une dédicace lorsqu'il m'avait offert le livre. Il avait écrit « AJB, quelqu'un qu'on peut rencontrer au beau milieu des étoiles. » Sympa comme clin d'œil. Après cette tournée, ce fut bizarre pour tout le monde. Les repères temporels. Au fur et à mesure du chemin, on ne savait plus quel jour on était, si c'était mercredi ou dimanche. Le temps s'écoulait autrement. Chaque jour avait son empreinte, son originalité, visuellement, géographiquement, météorologiquement. Étrange. On est parti 1 mois et demi, et je vous jure, j'ai eu l'impression d'être parti 3 mois. On était tous déstabilisés, autistes de ce voyage. Il n'y avait pas de mots pour définir ce que l'on avait vécu. Il a fallu du temps. Tous tes problèmes administratifs, sociaux ou personnels, t'oubliais tout. Oh, qu'est-ce que c'était bon. Ce n'était pas notre réalité, hein. Nous ne sommes pas forains. Mais avoir approché cette marginalité nous avait tous fait un grand bien. On se remet au boulot. On repart quelque temps après pour aller jouer Cyrano de Bergerac, mis en scène par Pierre, à Bellac en Haute-Vienne. Le décor est énorme cette fois. C'est la grosse production du Théâtre du Jour. Le camion est rempli à bord. Alors je sais plus qui a fait cette construction, mais c'est bien fait. Hein. Il y a une espèce de tour en forme cubique, d'au moins 2 mètres de haut, sur roulette, et très lourde, hein, je peux vous l'assurer. Hein. En fond de scène, il y a de grandes arcades, peintes en forme de pierre granite.
et le plateau est recouvert d'un plancher d'une couleur nuit étoilée. Quasiment tous les acteurs de l'école sont sur ce projet. Le budget costume est important aussi, hein. Et nous les techniciens, nous on a beaucoup de boulot, hein. Une grosse responsabilité au niveau des artifices, avec des scènes de guerre et de combat. On est aussi en costume pour toute la régie plateau. Trop bien. On est encore avec les comédiens dans cette grande cour de récréation. On joue en extérieur dans un très bel endroit. Moi, je m'amuse avec tous ces petits rôles de militaires. C'est très animé. L'été approche. Bergerac organise un festival et toute la programmation nous est attribuée. Sublime lieu. On joue carrément au bord de la Dordogne. Le plateau est immense, avec une grosse jauge. Au programme, 4 spectacles. Bien sûr, on rejoue Cyrano. Le second spectacle, c'est La Péricole, d'Offenbach, mis en scène par Robert Rangebaud. Pour moi, une découverte. L'opérette. Ce spectacle m'a beaucoup marqué. La qualité artistique m'a plu. On retrouve encore une scène remplie d'acteurs. Mais là, les comédiens jouent et chantent, accompagnés d'un orchestre. Ils ne sont pas nombreux, mais l'accompagnement du chœur donne de la puissance à la musique. Ma vie a été bercée par la musique. Elle est une source chronologique. C'est un besoin essentiel qui filme ma vie. Pour l'instant, celle qui m'accompagne est actuelle, surtout du rap. Les morceaux les plus anciens que j'écoute, c'est de la funk, musique des années fin 70-80. Mais elle a la mode, dans les années 80. La première personne qui m'a fait écouter de la musique classique, c'est la professeure de musique de mon collège, une incompétente. Elle a réussi à dégoûter des centaines et centaines d'adolescents de la musique classique. Handel, Mozart, Wagner, Ralcu, désolé de l'expression. Mais j'ai fait 5 ans de collège à regarder cette femme prendre seule son plaisir à écouter cette musique en mangeant ses crottes de nez comme une grosse dégueulasse. Comme si l'univers musical était limité à Mozart, et j'ai rien contre lui. À côté, d'autres potes d'enfance qui étaient dans d'autres collèges nous racontaient qu'ils écoutaient de tout. Jazz, Jean-Jacques Goldman, des musiques du monde et aussi du classique. Cela s'appelle l'ouverture musicale, tout simplement. Là-dessus, j'ai fermé cette porte qui me rattachait à cette époque et à cette connasse de prof. Et là, en haut de ma tour de technique, où je faisais la poursuite lumière, me voilà surpris de bouger la tête sur du Offenbach. Si j'avais su. Grâce au théâtre, j'ai trouvé le plaisir d'écouter de la musique classique, de l'opérette. Le plateau était beau, tout comme les acteurs. Cette ambiance nous emportait. Les comédiens, je pense, prenaient aussi du plaisir à partager ce répertoire. L'écriture d'Offenbach permettait aussi une certaine liberté pour le metteur en scène, comme pour les comédiens. Tout ceci, bien sûr, orchestré. Mais la machine était puissante et prenante. Tous les techniciens qui bossaient sur ce festival restaient le soir pour regarder cette œuvre. Je trouvais encore une performance extraordinaire pour les acteurs principaux, mais aussi pour le chœur. Offenbach m'a conquis, m'a séduit. Je n'aurais jamais imaginé que 10 ans plus tard, je jouerais le rôle principal dans La vie parisienne, du même auteur, et aussi mis en scène par Robert. Le troisième spectacle, c'était La vie aventureuse de René Descartes. Un spectacle aussi musical, mais moins touchant. Une espèce de Starmania à la mode de Pierre. Mais ça plaisait, c'est le principal. Les chorégraphies, par contre, étaient très drôles, sans le vouloir. On peut pas être comédien, chanteur, danseur. Et pour finir, le Tartuffe de Molière. On revient au classique. C'était étrange, la pièce était bien, mais on avait eu pendant 10 jours une trentaine de comédiens sur le plateau. Et là, 7-8 comédiens, sans musique, sans chorégraphie, sans combat. Voilà, la dernière étape de cette saison avant les vacances. On est début août. On part à Paris pour rejouer La légende des acteurs pèlerins à la Villette.
un pétard mouillé qui n'avait pas sa place sur ce lieu. On a joué en extérieur. À mon avis, ça devait être bien payé, car la nature de ce spectacle n'était pas dans la morale de l'équipe, mais on l'a fait. Mais moi, j'étais content, impatient que la représentation se finisse, car derrière, je prenais mon train direction Caen, disons même Hérouville, à la maison, en famille. Quelle sensation de partir autant de temps. J'ai dû faire les 100 pas dans le train, trop content de revoir tout le monde, mes parents, mes potos. Le premier soir, mes parents n'étant pas là, direction le quartier général. Ce fut mémorable. Il ne manquait personne en bas de l'immeuble et ils savaient que je revenais. J'ai pris cher ce soir-là. Mais j'avais tellement de choses à leur raconter. Le bonhomme libre. Interprétation, écriture et mise en scène, Jean-Benoît Poirier. Assistant mise en scène, Karim Belloul. Lumière et montage, Baptiste Flotté. Enregistrement et mixage, Stéphane Bruscolini. Extrait de Sugar, de Eric Sarner. Voix générique, Canaïque Rivoilan. Scénographie et graphiste, Charles Alterfer. Remerciements, Sidi, Kana, Antoine, Malik, Driss, Johan, Vincent, Aliénor, Nicolas, Sarah et Eric.